Bonjour à tous, dans cette nouvelle vidéo je vais vous corriger la partie C, donc transmission RF des données, du sujet de BTS Système numérique option électronique et communication de 2021. Donc la problématique, c'est de vérifier la continuité de la phase lors d'une transmission de tram. Un module XBee est utilisé pour la transmission. Le protocole de communication Zigbee utilise la modulation OQPSK demi-sinus dans laquelle l'information est portée par la phase. Pour obtenir un signal modulé S de T à enveloppe constante, la phase ne doit pas présenter des sauts lors d'un changement de symbole. Et les fréquences porteuses des canaux sont comprises entre 2405 MHz et 2480 MHz avec un espacement intercanal de 5 MHz. Donc première question, donc la question Q53, on vous demande de calculer le nombre de canaux possibles. Voilà, donc là vous avez un espacement donc entre 2405 MHz et donc on va aller jusqu'à 2480 MHz. Donc vous avez la fréquence minimale, la fréquence maximale, et vous avez un espacement intercanal de 5 MHz. Voilà, donc le nombre d'intervalles que vous allez avoir, ça va être 2480 moins 2405 divisé par l'espacement intercanal qui vaut 5 MHz. Donc le nombre d'intervalles possibles que vous allez avoir, ça va être égal à donc 75 MHz divisé par 5 MHz, ce qui va vous donner 15 intervalles. Voilà. Et donc comme vous avez 15 intervalles, donc vous allez avoir une fréquence à 2405, une autre à 2410, une autre à 2415, etc. Donc ici vous allez avoir 15 intervalles. Et comme vous avez une fréquence de départ à 2405 et une fréquence d'arrivée à 2480, donc vous allez avoir nombre de canaux disponibles ou possibles. Donc il sera égal. Donc on va écrire n égale qui sera égal à 16. Voilà, donc 15 intervalles vont correspondre à 16 canaux possibles. Voilà, donc pour cette première question. Ensuite, le spectre du signal émis par le module XBee est représenté sur le document réponse DRSP1. Donc je vais aller essayer de regarder ce document réponse DRSP1. Voilà, donc vous l'avez ici. Question Q54. Déterminer en exploitant le relevé du spectre du signal émis la fréquence centrale, sachant que la fréquence la plus basse est 2407,5 MHz et la largeur totale, donc le span, est de 5 MHz. Voilà, donc ici, vous avez une fréquence initiale qui va être égale à 2000, donc je vais essayer de raisonner plutôt en MHz, 2407,5 MHz, donc c'est ce que vous aviez indiqué également ici à droite. Et donc vous avez un span de 5 MHz. Donc le span, donc ici, le span c'est ici toute la largeur du spectre ici. Donc ici vous avez un intervalle de 5 MHz sur 10 carreaux. D'accord? Donc ça veut dire que vous avez 0,5 MHz par carreau. Donc si vous êtes à 2407,5, vous allez avoir 2408, 2409 ici,
Et donc au milieu, ici, vous allez avoir une fréquence qui va correspondre à 2410 MHz. Voilà, donc si je l'indique au niveau du tableau, hein, donc on vous demande d'exprimer la fréquence centrale ici, donc on va écrire donc 2410 MHz. Donc vous pouvez très bien mettre aussi 2,41 GHz, ça pose pas de problème. Voilà, donc ensuite, la fréquence porteuse d'un canal K est donnée par la relation, donc FP égale 2405 plus 5 fois K-1. Donc là, on va pouvoir essayer de répondre à la question Q55. Donc en déduire le numéro du canal correspondant au relevé précédent. D'accord, donc ici, le relevé précédent, vous avez une fréquence porteuse de 2410 MHz. Donc on va écrire, donc je vais reprendre la relation. Hein. Donc vous avez FPK en MHz qui est égal à 2405 plus 5 fois K-1, K-11, pardon. Et donc l'objectif, c'est de déterminer, mais justement, le numéro de canal K. Voilà, donc FPK, donc c'est 2410. Et donc là, il va falloir essayer de déterminer K. Donc 2406, si je passe le 2405 de l'autre côté, donc je vais avoir 2410 moins 2405 qui va être égal à 5 facteur de K moins 11. Donc 2410 moins 2405, ça va faire 5. Divisé par 5, ça va faire 1. Donc vous allez avoir 1 qui va être égal à K moins 11. Et donc vous allez trouver K qui va être égal à 1 plus 11, c'est égal à dire 12. Voilà, donc cette fréquence, ici, 2410 MHz, va correspondre au canal 12. Donc je vais pouvoir indiquer ici sur mon document réponse. Ensuite, donc Q56, déterminer la bande occupée par ce canal en se limitant au lobe principal. Donc faire apparaître la construction et compléter sa valeur dans le tableau du document réponse, page DRSP1. Donc là c'est pareil, il va falloir déterminer la bande occupée. Donc la bande occupée, donc on va la faire graphiquement, hein. Donc on se limite au lobe principal. Donc si on se limite au lobe principal, ici la bande occupée, on va pouvoir la mesurer entre ce point-là et ce point-là. Donc on va l'appeler bande passante par exemple, ou bande occupée. Et donc si on mesure, hein, donc il va y avoir donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6 carreaux. Chaque carreau fait 0,5 MHz, puisqu'on a un span de 5 MHz. Donc on a une bande occupée qui va correspondre à 3 MHz. Voilà, donc au niveau du document réponse, je peux l'indiquer également. Donc je vais avoir une bande de canal qui sera égale à 3 MHz. Voilà donc pour cette question. Ensuite, donc on continue. Le schéma du modulateur OQPSK est représenté ci-dessous, figure 7. Donc vous avez les données, convertisseur de bits symbole, convertisseur symbole chip. Après vous avez votre convertisseur série parallèle qui va vous générer deux voies. Donc une voie I, une voie Q. Et donc après on va étudier un petit peu la différence entre les deux. Vous voyez, donc vous avez un signal I de T qui correspond à un traitement demi-sinus de la voie I. Et un signal Q de T, un traitement demi-sinus de la voie Q retardée d'un temps TC.
Voilà, donc ça, l'objectif de cette partie, c'est d'étudier le principe justement de cette modulation au QPSK. Le convertisseur bit à symbole fait correspondre un symbole à un groupe de 4 bits. Le convertisseur symbole à chip fait correspondre un code PN de 32 chips à chaque symbole. Un extrait de la documentation Zigbee, donc figure 8, donc ici en dessous, donne le code PN des 4 premiers symboles 0, 1, 2 et 3 en binaire ou en hexadécimal. Voilà. Donc un 0, vous allez avoir cette suite de chips qui va correspondre. Un 1, vous aurez une autre suite de chips qui va correspondre, etc. Le document réponse PageDR SP2 représente les 11 premiers chips du code PN. Donc le document réponse PageDR SP2, vous l'avez ici. Donc vous avez des chips pairs, donc chip pair CP, des chips impairs, donc CI, qui sont transmis avec un retard d'une durée TC par rapport au chip pair. Donc vous voyez bien qu'ici, entre le chip pair et le chip impair, il y a un décalage temporel TC. Et donc par exemple, pour le symbole 1, vous avez C0 qui vaut 1, C1 qui vaut 1. Donc pour le symbole 1, vous voyez C0 qui vaut 1, C1 qui vaut 1, C2 qui vaut 1, C3 qui vaut 0. Voilà, donc chaque chip dure 2 TC. Donc la durée d'un chip est égale à 2 fois TC. Donc question Q57, identifie à partir du document réponse page DRSP2 le symbole codé. Donc si on regarde ici le document réponse donné, donc vous avez vos chips pairs, vos chips impairs, et donc on va pouvoir ici coder. Donc je vais faire la question, je vais y répondre ici. Donc ça va être la question Q57. Donc les valeurs ici, donc identifier le symbole codé. Donc le symbole, là ici, la suite de chips. Donc chip pair, vous allez avoir un 1. Donc la séquence de chips. Donc là, je vais le préciser quand même. Donc au niveau des chips transmis, donc vous allez avoir donc tout d'abord C0. Donc le premier chip, ça va être le chip pair ici, donc c'est un 1. Ensuite, le deuxième chip, donc C1, donc c'est le premier bit impair. Chip impair, ça va être un 1 également. Ensuite, vous avez le deuxième chip pair, c'est un 0. Le deuxième chip impair, c'est un 1, etc. Donc ensuite, vous avez un 1, un 0, un 0, un 1, un 1, un 1. Et enfin, pour terminer, ici, vous avez un 0. Voilà. Donc ça, c'est la suite de chips qui est transmise donc, à travers ce graphique-là. Et donc, on va comparer par rapport au tableau. Donc 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0. Donc ça correspond bien au symbole ici, 0. Voilà, donc ça correspond. Voilà, donc avec cette suite de chips, on va coder le symbole 0. Voilà, donc pour cette partie. Ensuite, question Q58, représenté sur le document réponse page DASP2, donc c'est ce document réponse ici. Donc Q58. Donc représenter les signaux I de t et Q de t en sortie des unités de traitement demi-sinus. Voilà, donc là, il faut bien comprendre donc, ce qu'on vous dit au-dessus. Donc les chips pairs sont modulés sur la voie I, les chips impairs sont modulés sur la voie Q. Le module de traitement demi-sinus de chaque voie donc, génère donc, un demi-sinus positif sur une durée 2Tc lorsque son entrée est à 1, un demi-sinus négatif sur une durée 2Tc lorsque son entrée est à 0. Donc là, il faut regarder un petit peu comment ça fonctionne. Donc les chips pairs sont modulés sur la voie I. Donc il va falloir associer
ce graphique à I de t, et les chips impairs sont modulés sur la voie Q. Donc lorsqu'on a un chip ici pair, donc vous voyez, donc si on a un en logique, un 1 ici, vous allez avoir un demi-sinus positif. Donc on comprend bien. Et donc si vous avez un 0, ici, vous allez avoir un demi-sinus négatif. Voilà. Donc si on continue un petit peu l'allure, hein, donc vous allez avoir un 1 logique, donc vous allez avoir un demi-sinus positif. Et ensuite, donc vous avez un 0, donc je peux le continuer en bleu, hein, donc un 0 va correspondre à un demi-sinus négatif. À nouveau un 1, donc demi-sinus positif. D'accord, donc les 1, ils sont ici. Et à nouveau un 0, donc vous allez avoir un demi-sinus négatif. Voilà, donc à cette séquence ici va correspondre cette allure au niveau de I de t. Même chose pour les chips impairs et donc la voie Q de t. Donc vous voyez, donc au départ vous avez un retard, donc ici au niveau de Q de t vous n'avez rien du tout. Lorsque vous avez un 1 logique, vous avez un demi-sinus positif et on va pouvoir continuer à coder. Donc vous avez à nouveau un 1, donc vous allez avoir à nouveau un demi-sinus positif. Ensuite, vous avez un 0, donc vous allez avoir un demi-sinus négatif. Un 1, demi-sinus positif. Et à nouveau un 1, demi-sinus positif. Voilà, donc on va attendre que ça se trace. Hein. Voilà. Donc l'allure de Q de t. Ensuite, lors d'un changement de couple de chip pair-impair, la variation de phase φ est de plus ou moins 90 degrés par rapport au couple précédent, selon le diagramme de transition de phase représenté figure 9. Donc ici, vous avez la figure qui représente les changements. D'accord? Donc lorsque vous avez un 1, 1, ben vous allez, si vous étiez... Donc vous pouvez avoir un changement de phase ici, donc 90 ou moins 90, donc on va voir un petit peu comment ça fonctionne. Donc par exemple, si la phase vaut 90 degrés, et que le nouveau couple est de 0, 1, la phase passe à 180 degrés. D'accord? Mais si le couple était égal à 1, 1, la phase passerait à 0. Voilà. Donc ici, donc on vous demande de représenter sur le document réponse, page DR SP2, donc c'est ce document réponse ici, la variation de phase lors de la transmission des 11 premiers chips d'une séquence PN. Voilà. Donc initialement, on était donc sur une phase donc qui valait 0. On a eu 1, 1. Donc si on a 1, donc on était à 0, 1, 1, on va passer à 90 degrés. Donc on se situe ici. Ensuite, donc on a 0, 1. Donc si on a 0, 1, on va passer donc à plus 180 degrés. Donc il suffit de suivre en parallèle le diagramme. Donc maintenant qu'on est à plus 180 degrés, c'est le couple 0, 1. Donc si on a le couple 0, 1, on va revenir ici à une phase de 90 degrés. Ensuite, donc on est ici à une phase de 90 degrés, on a le couple 1, 1, donc on va passer à 0. Ensuite, on a le couple 1, 0, donc 1, 0, puisqu'on était à 0, on va passer à moins 90. Ensuite, le couple 0, 0 va nous faire passer donc à moins 180 degrés. Le 0,1 va nous faire passer donc à moins 270 degrés. Donc il va y avoir une continuité de phase. Donc on ne va pas passer à plus 90, hein, il ne va pas y avoir de saut de phase. Ensuite, donc on est à moins 270, 1, 1 va nous faire passer
à moins 360 degrés. À nouveau 1,1 va nous faire revenir à moins 270 degrés. 0,1 va nous faire revenir à moins 180 degrés. Et donc ensuite 0,0, on va passer à moins 90 degrés. Voilà, donc voici l'évolution ici de la phase en fonction justement des chips qui ont été transmis. Voilà, donc on voit bien qu'il y a une continuité de phase à ce niveau-là. Donc voilà pour cette question. Et donc enfin, donc dernière question, donc c'est la question Q60. Précisez comment varie la phase lors de cette transmission. Voilà, donc là il suffit de regarder. Hein. Donc là, la transition de phase, vous voyez bien, lorsque vous avez une transmission de phase qui va être linéaire. D'accord? Donc vous avez une transition de phase donc qui sera linéaire donc lors du changement d'un symbole. Voilà. Voilà donc pour cette partie. Merci de m'avoir écouté et donc à très bientôt pour la suite de la correction de ce sujet de BTS ou pour une autre vidéo. À très bientôt.